Merci Luc. Distribution d'énergie en courant continu, la guerre des courants est-elle relancée? La guerre des courants. Ça vous étonne peut-être parce que vous êtes habitué à avoir du courant alternatif. Et bah, pourquoi est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre? Est-ce qu'il y a déjà eu quelque chose d'autre? Ben oui, au début de l'ère électrique, je veux dire, au début de la distribution d'électricité au 19e siècle, ce n'était pas nécessairement du courant alternatif qui était utilisé, c'était d'ailleurs plutôt du courant continu. On a eu une opposition entre deux grandes figures, Thomas Edison et Nikola Tesla, qui ont chacun défendu l'utilisation respectivement du courant continu et du courant alternatif pour la distribution d'électricité. Et ça a commencé par le courant continu, par Thomas Edison, qui a développé des systèmes de distribution en courant continu pour alimenter de l'éclairage et qui a connu Nikola Tesla au départ, puisque Nikola Tesla était son élève. Et Nikola Tesla, de son côté, a développé un système de production en courant alternatif avec l'aide de Westinghouse. Et on parle de guerre parce que ça a été relativement loin. Thomas Edison a été jusqu'à électrocuter des animaux en public pour montrer que le courant alternatif, c'était très dangereux. Il a peut-être pas inventé lui-même la chaise électrique, mais enfin, il a quand même bien soutenu le développement de la chaise électrique, toujours pour essayer de discréditer le courant alternatif. Mais il n'empêche que finalement, c'est quand même le courant alternatif qui s'est plus développé. Ça a commencé en 1893, à l'occasion de l'exposition universelle de Chicago, où on a développé autour des chutes du Niagara un système de production en courant alternatif et un système de distribution depuis les chutes du Niagara jusqu'à Chicago en courant alternatif, à 25 Hz à l'époque, pour la petite histoire. Parce que finalement, le faire en courant continu à basse tension, ça allait occasionner beaucoup de pertes de chaleur. Et donc, ça s'est développé en courant alternatif grâce aux transformateurs. Ça, on va en parler un petit peu plus dans quelques minutes. Bon, ceci dit, le courant continu, ça n'a pas non plus disparu tout de suite. Il y a des réseaux en courant continu qui ont subsisté jusqu'au début de ce siècle-ci. Bon, il y a des grandes villes qui ont été alimentées en courant continu jusqu'au milieu et la deuxième moitié du XXe siècle. Helsinki jusqu'en 1940, Stockholm jusqu'en 1970. 4600 clients ont toujours été alimentés en courant continu par la compagnie Edison, qui a toujours gardé ce nom-là, à New York jusqu'en 98. Et les derniers clients, derniers ascenseurs alimentés en courant continu, n'ont peut-être pas arrêté de fonctionner, mais en tout cas ont été équipés de redresseurs pour être alimentés en courant alternatif et recevoir la conversion qui va bien pour pouvoir continuer à fonctionner en courant continu en 2007. Voilà, donc c'était la fin du courant continu en 2007. Je suis content de vous avoir vu aujourd'hui. Je pense qu'on peut aller boire un petit verre ensemble. Ah oui, mais non, c'est vrai, on n'est pas là pour ça. Sinon, enfin, je veux dire, il y a quand même une histoire derrière et le courant continu, ça revient. Ça a toujours existé. Et c'est bien pour ça que je suis là, finalement, qu'on a discuté ensemble de cette conférence-ci, parce que ma société, CET, le groupe dont ma société fait partie, finalement n'existerait pas sans l'existence des deux courants. Le groupe CET offre des solutions de conversion d'énergie électrique qui impliquent forcément du courant alternatif et du courant continu. Et je parle de groupe parce qu'il y a plusieurs sociétés dans le groupe. La société principale s'appelle CET Power et est active sur la sécurisation d'alimentation d'applications critiques, des UPS pour être plus clair peut-être, des UPS on va dire industrielle. Elle compte plus de 200 employés aujourd'hui. Elle a été créée en 1934, donc ça remonte un petit peu. Elle a un chiffre d'affaires d'une quarantaine de millions d'euros et dispose de 5 sites R&D et de production. Un en Belgique, à Wandre, Luc l'a mentionné, un au Luxembourg, 2 en Asie, en Chine et en Inde, et un aux États-Unis. Et elle a une petite sœur ou une petite fille, on va dire, qui est née il y a 2 ans, en 2017. C'était Energrid, qui a été créé pour diversifier l'activité finalement, pour utiliser les technologies de CET Power dans d'autres contextes que la sécurisation d'alimentation critique, on va dire pour la gestion de l'énergie en général.
Elle compte aujourd'hui 4 personnes. Et donc c'est une spin-out, on appelle ça une spin-out de CET Power, qui reste en collaboration étroite avec CET Power, ne serait-ce que par le fait qu'on est toujours dans le même bureau. Je veux dire, on côtoie journalièrement les employés de CET Power. Et donc CET Energrid est active dans la gestion de l'énergie, dans un contexte où on entend parler beaucoup plus de courant continu, peut-être que dans la sécurisation d'alimentation critique, même si, qui dit sécurisation dit batterie, et donc il faut quand même bien qu'il y ait du courant continu pour que les batteries fonctionnent, ou les batteries, elles fournissent du courant continu, mais quand on va vers la gestion de l'énergie, on va aussi penser à du photovoltaïque, par exemple, c'est du courant continu. Et donc, c'est un peu le point de départ de ce dont on va parler aujourd'hui. On va se concentrer sur des infrastructures dites privées. On ne va pas parler de réseau public de distribution en courant continu, ce que RESA ou ORES pourrait avoir dans quelques années. On ne va pas non plus parler de réseau de transport comme pour Elia. On va l'évoquer un petit peu parce que c'est quand même intéressant de savoir qu'il y en a qui n'existent pas très loin de chez nous. Mais on va se focaliser sur des réseaux de plus petite taille qui n'ont en tout cas vraisemblablement qu'un propriétaire. Et donc ça simplifie un petit peu les choses, pas nécessairement d'un point de vue technique, mais en tout cas d'un point de vue gestion tarifaire et ainsi de suite. Un thème que je n'aborderai d'ailleurs pas du tout dans ce contexte-ci. On va parler purement technique et applicatif. On va commencer par parler un petit peu des avantages et des inconvénients de la distribution en courant continu. Ensuite, on couvrira quelques points d'infrastructure. On verra quelques exemples d'équipements particuliers et de leur fonctionnement pour la distribution en courant continu. Et enfin, on couvrira quelques nouvelles applications qui auraient certainement fait plaisir à Thomas Ellison. Première partie, avantages et inconvénients de la distribution en courant continu. Quelles sont fondamentalement les raisons du retour à la distribution en courant continu, du retour du courant continu? Il y en a plusieurs. Pour continuer à prêcher pour ma paroisse, il y a de plus en plus d'équipements utilisant l'électronique de puissance. Et dans ce contexte-là, le courant continu est beaucoup plus présent. Et pour citer l'exemple que j'évoquais tout à l'heure, mais je n'ai pas encore été plus loin à ce stade-ci, au niveau des réseaux de transport, ça fait quand même un petit temps que des liaisons de transport d'énergie électrique, donc à très haute tension, existent en courant continu, entre par exemple le continent européen et l'Angleterre. Ça fait déjà un petit temps. Mais il y en a une qui est en construction pas loin de chez nous aujourd'hui, qui porte le nom du projet Allegro. C'est une liaison souterraine entre la Belgique et l'Allemagne, entre Lix et une petite ville en Allemagne dont j'ai oublié le nom, voilà, Obersir, qui va fonctionner à 320 kV, donc c'est quand même quelque chose d'assez élevé. Je ne parlerai pas de tension, je parlerai de tension beaucoup plus basse dans la suite, et qui permettra de transporter une puissance d'1 gigawatt, dont la mise en service est prévue en 2020. Maintenant, on voit un petit peu ici, c'est une carte qu'on trouve sur le site internet d'Elia, les zones qui restent à mettre en œuvre. Il y a quand même beaucoup de verre, et donc ils sont occupés ici dans la montée de Cherat à creuser une nouvelle tranchée pour ajouter une portion de câble à cet endroit. Ça, c'était un exemple parlant parce qu'il est proche de chez nous. Maintenant, revenons à des choses plus privées ou plus basse tension. Finalement, le courant continu est beaucoup de retours. D'abord parce qu'on parle de plus en plus de sources d'énergie en courant continu. On n'est plus avec la centrale nucléaire qui produit du courant alternatif. Finalement, on est avec des panneaux photovoltaïques, avec des batteries, je l'ai déjà mentionné. On peut aussi citer les piles à combustible qui produisent du courant continu. Ça, c'est pour les sources. Et pour les équipements alimentés en courant continu, on parle de plus en plus d'éclairage LED, c'est du courant continu, des systèmes de climatisation, des moteurs, des équipements informatiques qui sont alimentés en courant continu. Mettons peut-être quelques chiffres là-dessus, si on fait référence à certaines études qui ont essayé de quantifier
la proportion d'équipements alimentés en courant continu et en courant alternatif dans un environnement commercial. Une étude qui date de 2016, si je me souviens bien, a indiqué qu'on retrouvait presque 70% de charges par nature en courant continu. Ça veut dire qu'elles sont aujourd'hui associées à un petit transformateur pour être alimentées à partir du circuit de distribution du bâtiment en courant alternatif. Donc il y a une petite conversion là qu'on pourrait éviter. 22% pour l'éclairage, 34% pour les aspects moteurs, disons, 11% pour les charges informatiques. Il nous reste 30% de charges alternatives. Alors, une charge qu'on peut aussi mentionner qui commence à se développer de plus en plus, bon, qui ne sera peut-être pas toujours une charge, qui va peut-être devenir aussi une source un jour, c'est la recharge de voitures électriques, les bornes de recharge. Alors, parlons un petit peu des avantages maintenant de la distribution en courant continu. Le premier avantage auquel on peut penser, c'est que si on distribue en courant continu du courant continu qui est produit vers des équipements qui consomment du courant continu, a priori, il n'y a pas de conversion, donc c'est quand même mieux. On évite de l'ordre de 5% de conversion au moment où le courant quitte le lieu de production et au moment où le courant arrive au lieu de consommation. Maintenant, c'est aussi un système moins complexe parce qu'il n'y a pas de puissance réactive, il n'y a pas de va-et-vient de puissance lié au déphasage entre la puissance et la tension et le courant. Puisque forcément, il n'y a pas de fréquence, donc s'il n'y a pas de fréquence, il n'y a pas d'onde, et s'il n'y a pas d'onde, il n'y a pas de déphasage. Donc ça c'est facile. Et s'il n'y a pas d'onde, il n'y a pas de fréquence, il n'y a pas de synchronisation non plus, donc c'est plus simple à gérer de ce point de vue-là. S'il n'y a pas d'onde avec une fréquence fondamentale de 50 Hz par exemple, il n'y a pas de multiples d'ondes, il n'y a pas d'ondes avec des fréquences de 100, 150 et plus, il n'y a pas d'harmonique à atténuer qui ne risque plus justement de détériorer certains équipements qui chaufferaient trop à cause de ces effets-là. Il n'y a plus de perte par effet de peau, il n'y a plus de déséquilibre entre faces, il n'y a plus de système triphasé. Donc il y a pas mal de simplifications qui sont là. Bon, ça paraît simple tout ça, mais évidemment il y a quand même toujours des complexités qui restent, mais restons simples à ce stade-ci. Maintenant, si je reviens un petit peu sur les aspects conversion, dans le cas d'un exemple concret, et pour approfondir un petit peu la notion ici de la diminution de l'impact des conversions, c'est plus vraiment la suppression des conversions. On a un meilleur rendement, donc comme je dis, prenons un exemple concret d'éclairage LED qui serait alimenté à partir de production solaire. La production solaire en courant continu est d'abord convertie en courant alternatif pour être distribuée, une perte de 5%. Elle arrive au niveau de l'éclairage LED qui doit avoir son driver pour convertir le courant alternatif en courant continu. Une perte de 10%, ça nous donne 86% de rendement. C'est un exemple qui est peut-être un peu pessimiste d'ailleurs. Mais si je distribue maintenant en courant continu avec une tension qui reste basse mais qui paraît plus élevée que celle dont on a l'habitude en courant alternatif, on verra plus tard que ce n'est pas nécessairement un problème. 380 volts, j'ai plus de conversion ici, donc mes 5% de perte, je les oublie. Et au niveau de l'alimentation de l'éclairage LED, j'ai une conversion, je garde une conversion parce que je dois quand même adapter les niveaux de tension, mais cette conversion est nettement plus efficace et donc je n'ai plus que 2% de perte, nettement meilleur. Deuxième avantage lié à ça, c'est que si on fait un zoom sur les drivers LED dans les deux cas, alimentés en courant alternatif ou en courant continu, les boîtes sont nettement moins pleines, c'est nettement plus simple.
il y a moins de composants à assembler dans le circuit électronique de conversion. Donc ça fait aussi des économies de ce côté-là. Si je continue dans cette réflexion sur la simplicité de l'infrastructure quand on parle de distribution en courant continu, je peux prendre l'exemple d'un data center où ce qu'on va chercher à alimenter, in fine, c'est des serveurs qui fonctionnent en courant continu, par exemple en 12 volts, et on va le faire à partir d'une connexion moyenne tension en courant alternatif, parce que des serveurs, j'en ai un paquet dans un data center, donc j'ai quand même besoin d'une puissance importante, peut-être de l'ordre du mégawatt, et donc j'arrive à l'entrée du data center avec une alimentation moyenne tension en courant alternatif. Si je reste sur un modèle en courant alternatif, je dois d'abord descendre mon niveau de tension avec un transformateur en 480 volts en triphasé, par exemple. Je suis aux États-Unis, ceci dit, pour le moment. Puis je passe dans un UPS pour sauvegarder l'alimentation de mon data center, évidemment. Donc là, j'ai encore quelques conversions, puisque l'objectif de mon UPS, c'est qu'ils puissent prendre le relais du réseau si le réseau disparaît. Donc il y a une batterie qui va venir devoir être connectée dans l'UPS en courant continu. Et donc finalement, je commence par redresser mon courant alternatif pour pouvoir recharger la batterie quand j'en ai besoin et pour pouvoir interrompre facilement l'alimentation en courant alternatif si elle disparaît, et que la batterie puisse continuer à alimenter le data center par mon deuxième organe de conversion, courant continu vers courant alternatif. Là, j'ai déjà 2 conversions. J'ai un système de distribution d'énergie qui va diviser le gros flux d'énergie qui vient ici en différents flux pour différents racks serveurs. Là, je passe en monophasé, je ne suis plus qu'en 208 volts, je suis toujours aux États-Unis. Puis j'ai un système, finalement, peu importe ce qu'il y a dedans, mais qui va à la fois convertir mon courant alternatif en courant continu et descendre le niveau de tension aux 12 volts dont j'ai besoin pour mon serveur. Si je passe sur un modèle en courant continu maintenant, bon, au début ça ne change pas, ça reste une connexion moyenne tension en courant alternatif. Ben oui, je n'avais pas encore de réseau de distribution en courant continu, donc je pars d'un réseau de distribution en courant alternatif, je descends mon niveau de tension en triphasé, et puis à partir de là, je vais fonctionner en courant continu. Donc oui, je garde une conversion pour passer en courant continu, mais après, je suis en courant continu. Bon, j'ai quand même une conversion DC-DC ici liée à ma batterie, parce que le niveau de tension de ma batterie va varier en fonction de l'état de charge de la batterie. Et donc, c'est un effet que je ne veux pas voir apparaître sur ma ligne de distribution. Je veux rester à un niveau stable de 400 volts, dans ce cas-ci. Et donc, ce convertisseur-ci va jouer le rôle de régulation de la tension de la batterie. Mon organe de distribution, je reste en 400 volts, et puis je n'ai plus, à ce stade-ci, qu'à diminuer le niveau de tension de 400 volts vers 12 volts. Donc, je pense que ça se voit aussi ici, le circuit, l'infrastructure à mettre en œuvre est plus simple, et ça constitue un avantage de la distribution en courant continu. Alors, j'évoquais tantôt l'avantage principal qui a fait que le courant alternatif s'est imposé pour la distribution public il y a un siècle et un peu plus. Parlons-en un peu plus. Le transformateur, c'est l'avantage du courant alternatif. C'est une pièce finalement mécanique. Il n'y a rien qui bouge, donc c'est très fiable. Le rendement est très bon. Finalement, il me permet de faire 2 choses. Il me permet d'isoler 2 circuits qui vont pouvoir fonctionner entre guillemets indépendamment, mais en tout cas à des tensions différentes. Et donc, finalement, le rôle du transformateur, c'est d'augmenter ou de diminuer la tension entre ces deux circuits. Et donc, la question, finalement, ce qui fait qu'on peut maintenant penser à travailler uniquement en courant continu, c'est qu'on a pu concevoir un système équivalent qui va jouer le même rôle de diminuer ou d'augmenter la tension, et qui est aussi fiable et qui a un aussi bon rendement. Et ce système, c'est un système d'électronique de puissance, un convertisseur à découpage et un transformateur haute fréquence.
Donc vous allez me dire, il y a toujours un transformateur. Oui, d'accord, mais il est beaucoup plus petit parce que la fréquence à laquelle le courant est transféré d'un côté à l'autre du transformateur est beaucoup plus élevée. On parle de 50 kHz par exemple, donc c'est 1000 fois plus que la fréquence du courant alternatif de 50 Hz. Et donc, j'ai cherché une image pour montrer deux tailles de transformateurs pour se faire une idée. Je n'ai pas trouvé facilement, donc je ne me suis pas lancé dans une analyse plus fine. Mais donc finalement, oui, j'ai du courant continu d'un côté et de l'autre à des tensions différentes. Mais oui, pour pouvoir changer la tension, je passe quand même par un transformateur et une forme de courant alternatif, en tout cas quelque chose qui n'est pas du courant continu, parce qu'ici et ici, j'ai deux organes d'électronique de puissance qui vont découper, qui vont créer une onde de courant variable. Alors, il y a un dernier point qu'on peut mentionner en parlant d'avantages et d'inconvénients, ou qu'on peut vouloir discuter en parlant d'avantages et d'inconvénients du courant continu par rapport au courant alternatif, c'est finalement, est-ce que le courant continu, c'est plus dangereux que le courant alternatif? Est-ce qu'on doit se tracasser si demain, dans la prise dans le mur, là j'ai du courant continu qui vient et je risque de mettre mes doigts dedans? Forcément, si je me permets d'aborder la question, c'est que la réponse n'est pas nécessairement. La réponse n'est jamais si simple. Non, on peut dire qu'à valeur égale, c'est le courant alternatif qui est plus dangereux que le courant continu. Parce que le courant alternatif, ça reste quelque chose qui a une certaine fréquence et donc qui peut faire tétaniser les muscles ou faire fibriller le cœur, et ça, c'est quelque chose que le courant continu ne fait pas. Ceci dit, le courant continu, par contre, il ne passe pas par zéro, et donc, quand je suis en contact à un moment donné avec une pièce qui véhicule du courant continu, je risque d'y rester collé, et donc je risque d'être traversé par un courant plus longtemps que si je suis en contact avec une pièce qui est traversée par du courant alternatif. Donc, il y a quand même un élément qui reste dangereux, j'ai envie de dire. Maintenant, quand on regarde un petit peu les documents normatifs, notamment qui existent, même si on va avoir tendance à penser qu'il n'y a rien qui existe pour le courant continu, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a des choses qui existent, c'est juste que ce n'est pas aussi normalisé, pas aussi standardisé. Il y a beaucoup d'options différentes, j'ai envie de dire. Et surtout, ça reste très conservatif. On n'ose pas nécessairement diminuer les marges de sécurité comme on l'a fait progressivement pour le courant alternatif. Maintenant, on voit quand même, si on regarde les niveaux de tension, que quand on catégorise les différents niveaux de tension, les limites de ces différents niveaux sont plus élevées pour du courant continu que pour du courant alternatif. Si on se focalise sur la très basse tension, on va considérer qu'on est en très basse tension si on reste en dessous de 50 volts en alternatif. Et en courant continu, ça pourra monter jusqu'à 120 volts. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'est dit qu'on pouvait monter plus haut en tension en courant continu? Parce qu'on a un petit peu cherché à mesurer les effets du courant sur le corps humain. Bon, on ne l'a pas fait sur le corps humain, on l'a fait sur des animaux, mais on a quand même collecté un certain nombre de mesures. Et donc, dans une norme internationale dont je vous ferai grâce du numéro, on retrouve un schéma de ce type-là qui met en relation le courant que le corps humain peut supporter, la durée pendant laquelle le corps humain peut supporter ce courant-là. Enfin, peut supporter, ce n'est pas le bon mot. Les effets provoqués par un courant qui traverserait le corps humain pendant une certaine durée. Et forcément en fonction de la nature du courant. Donc on va voir différents niveaux, différents domaines, limités chaque fois par une courbe rouge quand on va parler de courant alternatif et une courbe bleue quand on va parler de courant continu. Et donc on voit que quand je suis en dessous de 1,5 milliampère, je ne dois absolument pas me tracasser en courant alternatif. Moi, je peux quand même aller jusqu'à 2 milliampères en courant continu. Donc,
C'est un peu plus confortable en courant continu. Je commence à sentir quelque chose si je vais jusque de l'ordre de 200 mA dans les deux types de courant, mais pendant une très courte durée de 10 millisecondes. Maintenant, si je m'intéresse à des durées plus longues, ben, on retrouve le fait ici que le courant alternatif est manifestement moins dangereux que le courant continu, qu'on peut supporter un courant alternatif d'une valeur plus faible pendant la même durée qu'un courant continu de valeur plus élevée. On est à 5 mA et 30 mA en courant continu. Si je monte encore un peu mes niveaux, je retrouve le même effet. Là, je n'aurai toujours pas de problème grave, mais je commencerai vraiment à le sentir si je suis traversé par un courant alternatif ou continu de l'ordre de 350, entre 100 et 350 mA. Et puis au-delà, là par contre, c'est très dangereux. Maintenant, prenons des exemples de différents niveaux de tension, de différents types, dans des systèmes qu'on connaît. Et pour faire un petit raisonnement quantitatif, apprenons peut-être qu'une résistance pertinente ou représentative de la résistance du corps humain, c'est 1500 ohms. Ça, je vais pouvoir appliquer ma loi d'Ohm. Par exemple, dans le cas d'un réseau de basse tension alternatif aux États-Unis, 120 volts, eh bien, si je mets mes doigts dans la prise dans un réseau 120 volts, ce n'est pas tellement mes doigts dans la prise parce que 1500 ohms, c'est plutôt entre la main et le pied, soit. Je vais être traversé par un courant de 80 mA. 80 mA, je suis dans la zone 3 ici. Donc oui, je vais le sentir passer, mais je vais pas mourir. Ceci dit, je suis dans la zone 3 et ma limite, elle est juste là. Vous allez me dire, oui, mais donc, pourquoi est-ce qu'en Europe, on a voulu travailler à 230 volts? Parce que si je vais à 230 volts, ben, ça se voit vite que je passe de l'autre côté. Parce qu'effectivement, si je vais à 230 volts, je ne vais plus être traversé par 80 mA, mais par 150 mA. Donc je me retrouve de l'autre côté de ma zone 3 ici. Mais en Europe, ce qu'on a dit, c'est, je vais mettre un différentiel. Comme ça, je vais limiter la durée pendant laquelle je suis traversé par ce courant-là. Du coup, ça devient acceptable d'être traversé par ce courant-là. Bon, c'est toujours pas très agréable, hein, ceci dit, mais... Et maintenant, en courant continu, prenons une valeur qu'on aime bien chez CET, mais qui n'est pas nécessairement la norme, justement. Je prendrai d'autres exemples tantôt. Si on pense à un réseau 400 volts, un réseau à courant continu 400 volts, et que je suis en contact avec ce réseau, je vais être traversé par 270 mA, de l'ordre de 270 mA, et je reste bien dans ma zone 3, parce que la limite de ma zone 3 en courant continu, elle est plus élevée qu'en courant alternatif. Donc, je vais le sentir passer, mais je ne vais pas mourir. Alors, je vous propose de continuer un petit peu dans cette direction-là, discuter les différents niveaux de tension et d'autres éléments d'infrastructure maintenant. Restons dans ces discussions techniques et voyons un petit peu les conséquences de différents niveaux de tension sur l'infrastructure. La première infrastructure à laquelle on peut penser en distribution d'énergie électrique, c'est les câbles. Et donc, pensons à une climatisation, ça va nous faire du bien parce qu'il fait quand même il fait quand même bien chaud ces temps-ci. Une climatisation, ça fait une puissance de l'ordre de 1,2 kVA. Pour l'exercice, imaginons qu'on alimente la climatisation avec une batterie de voiture, 12 volts. Forcément, ce n'est pas le cas, mais si je veux alimenter ma climatisation avec une batterie de voiture, il va me falloir un câble de 25 mm², donc de l'ordre de 6 mm de diamètre. C'est déjà un bon câble. Évidemment, ma climatisation, elle est alimentée avec un réseau basse tension à 230 volts et avec un câble qui est 20 fois plus fin que si je travaillais avec une batterie de voiture. 1,3 mm de diamètre. Si maintenant je passe en courant continu, qu'est-ce qui se passe?
j'ai pas de puissance réactive, j'ai pas de flux d'énergie inutile qui ne va pas être effectivement consommé pour refroidir l'ambiance par la climatisation. Donc c'est l'analogie de la bière où j'ai pas de mousse, parce que forcément la mousse, ben, c'est pas très désaltérant. Donc je vais encore pouvoir utiliser un câble un peu plus fin pour amener l'énergie, uniquement l'énergie utile à ma climatisation, 20% plus fin. C'est pour l'exercice, forcément les tailles de câbles c'est normalisé, donc je ne vais pas nécessairement trouver une taille de câble 20% plus petite que l'autre, mais je crois que vous avez compris l'idée. Donc les tensions, les tailles de câbles, c'est différents exemples de choix d'infrastructure qu'on va faire de manière différente si on travaille en courant continu par rapport au courant alternatif. Commençons par jeter un œil aux tensions. Les tensions utilisées aujourd'hui sont beaucoup plus diverses qu'en courant alternatif. Après, jetons un œil au nombre de conducteurs qui sont utilisés dans un circuit de distribution en courant continu et au schéma de mise à la terre. Ces deux éléments, ils vont conditionner les caractéristiques de sécurité des personnes. Après, jetons un œil aux protections et aux connecteurs qui doivent être capables d'interrompre le courant. On a parlé du phénomène, on a évoqué le phénomène d'arc tantôt, on va y revenir un petit peu ici. Et puis, on a dit qu'une des raisons du retour du courant continu, c'est la diffusion de l'électronique de puissance. Parlons un petit peu du rôle des convertisseurs dans ces infrastructures. Et comme je l'évoquais tantôt, ce qui va s'imposer un petit peu avec ces différents exemples-là, c'est qu'il n'y a pas encore de règles communément admises, de règles uniques communément admises, j'ai envie de dire. Donc il y a des standards et des réglementations, mais ils manquent encore, ils ne sont pas encore suffisamment aboutis et ils restent conservatifs. Des niveaux de tension beaucoup plus divers qu'en courant alternatif. Ici, ils sont représentés par zone finalement de sécurité. On a vu tout à l'heure, on a discuté tantôt différentes zones, différents ordres de grandeur de courant qui ont des effets différents sur le corps humain. Ici, on va regarder en termes de tension. On a jusqu'à une certaine tension, on considère que c'est suffisamment sécurisé quand on utilise du courant alternatif. Jusqu'à un niveau de tension un peu plus élevé, ça reste sécurisé pour du courant continu. Et puis au-delà, il va falloir prévoir des équipements supplémentaires ou des précautions supplémentaires du type avoir une certification BA4, BA5, on l'a évoqué tantôt. Et pour reprendre l'un ou l'autre exemple, on a la valeur de 48 volts qui est un standard dans l'industrie des télécommunications. On a le 325 volts qui correspond au pic de l'onde de courant alternatif à 230 volts, ce qui veut dire que on va garder des appareils dimensionnés de la même manière. Et puis alors on va monter à 400 volts par exemple dans les data centers, et on montera même un peu plus haut dans les installations photovoltaïques qui ne sont pas représentées ici, 700, 800, 900, 1000 volts, que certains ici connaissent peut-être bien mieux que moi. Premier exemple de choix d'infrastructure, la tension à laquelle on va travailler. Deuxième exemple de choix d'infrastructure, le nombre de conducteurs. Une certaine norme internationale, dont je vous ferai grâce du numéro, donne deux possibilités. On travaille avec 2 ou avec 3 conducteurs. Forcément, si j'ai 2 conducteurs, j'ai moins de matière. Mais si j'ai 3 conducteurs, ben, je peux travailler avec un niveau de tension nul et puis une tension négative, une tension positive autour de ces niveaux de tension nuls. Et donc la tension absolue avec laquelle je risque d'être en contact, elle est moins grande. Donc, du point de vue sécurité, c'est plus intéressant. Par contre, je continue à avoir accès à une tension plus importante si je me connecte entre les conducteurs négatifs et positifs.
relativement liés à ça, en tout cas c'est décrit dans la même norme, les schémas de mise à la terre, qui restent codifiés de la même manière que pour du courant alternatif, avec une première lettre liée ou définissant la manière dont l'alimentation, j'ai envie de dire à l'entrée du bâtiment, est connectée à la terre, et la deuxième lettre définissant comment l'équipement lui-même est connecté à la terre. Et donc on a différents exemples, TN, TT, IT. Je me focalise sur deux ici. Dans le premier exemple, TN, on a une connexion à la terre au niveau de la source, ici, et puis les différents équipements sont connectés via un conducteur à cette même connexion à la terre. Dans un réseau IT, le réseau de distribution est isolé de la terre finalement, et on va voir que ça a certains intérêts en termes de sécurité. Des exemples d'avantages. Le réseau TNS plus sûr, mais nécessitant plus de conducteurs, 3 fils. Le réseau IT, 2 fils, mais permettant une continuité de service, dans la mesure où si j'ai une mise à la terre, un défaut de terre sur un des 2 fils, je vais pouvoir continuer à fonctionner, simplement puisque ma tension est flottante sur les 2 câbles, je vais avoir un déplacement du niveau de tension absolu. Au lieu d'avoir plus ou moins 200 volts sur chaque câble, je vais avoir 0 et 400 volts par exemple. Bon, on a dit que c'était moins sûr, mais enfin, je vais quand même pouvoir continuer à fonctionner le temps de trouver le défaut. Des exemples, je parlais tout à l'heure des standards de télécommunication, 48 volts. Dans l'industrie des télécoms, c'est un réseau TN finalement, le pôle positif est connecté à la Terre, et donc en fait, ce n'est pas un réseau 48 volts, c'est un réseau moins 48 volts, parce qu'on a découvert que si on connectait le pôle négatif à la Terre, il y avait des phénomènes de corrosion qui étaient, des corrosions des électrodes qui étaient forcément dommageables, et donc on a défini comme règle de connecter le pôle positif à la Terre. Deuxième exemple que je vais prendre et qui nous parle plus, qu'on voit plus se développer, peut-être de par le contexte dans lequel on travaille, forcément, c'est le réseau IT, où la connexion à la Terre se fait, tantôt je disais qu'il n'y avait pas de connexion à la Terre, en fait il y en a quand même une, mais elle se fait à travers 2 grandes impédances, 2 grandes résistances ici, et c'est cette connexion à travers les 2 grandes résistances qui va faire finalement que j'ai une tension équilibrée ici, puisque si j'ai 2 résistances égales, très grandes, la tension entre la Terre et chacun des conducteurs va être identique, mais de signe opposé. Et qu'est-ce que ça a comme avantage? C'est qu'en cas de défaut, si mon petit bonhomme touche un des 2 conducteurs, ben, il va y avoir un chemin qui se fait à travers le petit bonhomme et la Terre et jusqu'à la source, à travers ces grandes résistances. Et donc, puisque c'est à travers ces grandes résistances, le courant qui va traverser ce chemin, il va rester très faible. Donc, c'est acceptable pour la sécurité du petit bonhomme. Et surtout, il ne va pas durer très longtemps, ce courant, puisque le fait que le réseau ici est flottant, que les tensions ne sont pas absolues, va faire que la tension de ce conducteur-ci, puisqu'il y a une connexion à la Terre, va rapidement devenir 0 volt, et là de manière absolue. Et donc, si j'ai 0 volt d'un côté et 0 volt de l'autre de mon petit bonhomme, il n'est plus traversé par un courant, et donc je n'ai plus de risque. Je vais continuer à illustrer ça de manière pratique. Selon
la norme ad hoc, on évalue ce cas de défaut, on le mesure. Et par exemple, on connecte une résistance d'un ordre de grandeur qu'on considère comme comparable à la résistance du corps humain entre un des conducteurs et la Terre, à une certaine distance du convertisseur, qui constitue la source finalement. Et puis on pourra le faire à différentes distances, soit. Et puis on mesure le courant qui se développe dans cette résistance à partir du moment où elle est connectée et dans les millisecondes qui suivent. Et cette mesure donne quelque chose comme ça. On voit qu'au moment où j'établis la connexion de Terre entre un des deux conducteurs et la Terre à travers cette résistance, j'ai un courant important qui se développe, enfin important, de l'ordre de 140 mA. Donc si vous vous souvenez, tantôt c'était 270 mA, le courant trop important, donc je suis bien en dessous. Mais surtout, après 1 milliseconde, il est redescendu à quelques milliampères. Pourquoi ? Parce que la tension du conducteur qui a été mis à la Terre devient 0 volts. Et donc, terminé, le courant n'est plus dangereux. Et comme ce courant potentiellement dangereux de 140 mA, il n'a été maintenu que pendant 1 milliseconde, en fait, il n'était pas dangereux. Ça, c'était donc le deuxième exemple en termes d'infrastructure, le nombre de conducteurs et le schéma de mise à la Terre. Troisième exemple, les protections et les connecteurs qui doivent être capables d'interrompre le courant. D'abord, les protections des disjoncteurs. On peut utiliser les mêmes disjoncteurs en courant alternatif qu'en courant continu, jusqu'à un certain niveau de tension ou jusqu'à un certain niveau de puissance. Mais ce qui va se passer, c'est que le même équipement ne va pas pouvoir être utilisé pour la même tension alternative et continue de nouveau. Parce qu'il ne va pas être capable d'interrompre le courant de la même manière. Et donc ça se voit dans les fiches techniques. Un disjoncteur qui est prévu pour un circuit de distribution classique de 230 volts, 240 volts en courant alternatif, il va pouvoir être utilisé qu'à une tension continue de l'ordre de 4 fois inférieure pour interrompre le même courant. Le pouvoir de court-circuit, on appelle ça, est de 10 kA, soit pour une tension de 240 volts en courant alternatif, soit pour une tension 4 fois inférieure en courant continu. Donc ça montre bien que oui, on peut utiliser les mêmes équipements, mais non pas dans les mêmes conditions. Du coup, les fournisseurs de matériel de ce type-là, Schneider par exemple, ont développé des disjoncteurs particuliers pour le courant continu, dont je ne saurais pas vous expliquer précisément le fonctionnement ou ce qui se passe à l'intérieur. Par contre, je peux vous montrer leurs effets. Je peux vous montrer que au moment où on ferme le disjoncteur, si je me souviens bien, j'ai un petit trou. Des petites notes, ça tombe bien. Voilà. On ferme le disjoncteur, on a une chute de tension et on a un courant qui se développe, mais pendant une période très faible, avant que la tension se stabilise. Donc on mesure bien la tension en amont du disjoncteur par rapport à la charge, je veux dire. Et donc cette tension varie, mais redevient stable, après une période très faible de 2 millisecondes. Même chose pour les connecteurs. On voit qu'en fonction du courant qui les traverse au moment où on les déconnecte et la vitesse à laquelle on les déconnecte, de manière normale ou de manière lente, la variation du courant dans le temps est différente, ce qui est synonyme de la présence d'un arc ou non.
Et donc forcément, plus le courant est important et plus la vitesse de déconnexion est importante, plus la variation est grande. Et donc à ce moment-ci, ça devient plus difficile, mais le connecteur est conçu de telle manière que il va minimiser les risques de développement d'un arc. Alors je vous propose de faire une petite pause maintenant et de voir le dernier exemple, le quatrième exemple de particularité, de spécificité d'infrastructure, les convertisseurs, juste après.